Hong Kong est une ville assez protestataire, malgré sa réputation d'être apolitique. Dès l'époque coloniale, en fait, dès les années 50, 60, 70, on a vu un certain nombre de grands mouvements de contestation, souvent, en tout cas dans les premières années, qui se rapportent aux questions politiques en Chine, donc soit pour ou contre le pouvoir communiste, pour ou contre le pouvoir nationaliste. Ensuite, dans les années 70, 80, on voit l'essor d'un mouvement anticolonial, donc qui critique du colonialisme britannique, en particulier autour du mouvement pour le chinois comme langue officielle dans les années 70. Et à partir donc, du moment où les négociations ont lieu pour la rétrocession de Hong Kong, donc les négociations commencent au début des années 80, elles aboutissent en 1984 à la signature de la déclaration conjointe sino-britannique qui prévoit la rétrocession en 1997. À partir de ce moment-là, on voit naître un mouvement qu'on peut appeler le mouvement démocratique à Hong Kong, donc qui naît de la tradition anticoloniale, mais qui assez rapidement devient de plus en plus critique de Pékin. Et donc un grand moment dans l'évolution de ce mouvement, c'est bien sûr le mouvement démocratique en Chine de 1989, qui d'une certaine façon, c'est le happy end qui n'a pas eu lieu. Le mouvement démocratique de 89 aurait permis à Hong Kong de revenir en Chine, de se décolonialiser, de revenir en Chine, mais dans une Chine qui se démocratiserait en même temps que Hong Kong. Et donc l'échec du mouvement de 89 est un peu la césure dans la société civile hongkongaise, où la peur ou la critique de la rétrocession devient de plus en plus claire, en fait. Donc à partir de ce moment-là, il y a un véritable mouvement pour la démocratie qui se structure et qui se mobilise de façon récurrente. Et donc, y compris après la rétrocession. La première grande mobilisation, c'est les manifestations de 2003, donc contre un projet de transposition en droit local de dispositions d'atteinte à la sûreté nationale. Et ensuite, à intervalles réguliers, donc en 2012, un mouvement contre un enseignement d'éducation patriotique à l'école. En 2014, le mouvement des parapluies, donc dirigé contre une décision de Pékin qui cherche à limiter le suffrage universel qui a été promis comme objectif ultime de l'évolution de la loi fondamentale. Et enfin, donc 2019. La question est plutôt de savoir sur quoi porte la mobilisation. Si on parle des causes immédiates du mouvement de 2019, disons que le rejet de la loi d'extradition, donc qui est la cause immédiate de ce mouvement, est tellement massif dans la société hongkongaise. Alors c'est vrai qu'il vient à la fin, ce projet de loi est venu à la fin d'une évolution où les dispositions inscrites dans les textes qui gouvernaient la rétrocession ont été de plus en plus érodé, on peut dire, ou en tout cas contourné, ou pas appliqué tel qu'on l'avait imaginé à l'époque. Et donc, il y a certainement un effet d'accumulation, mais je dirais que là, la mobilisation massive est vraiment surtout due au fait que de larges pans de la société estime que ce projet de loi d'extradition serait en réalité la fin de l'autonomie judiciaire de Hong Kong et donc la fin non seulement des droits fondamentaux à Hong Kong, mais aussi de la viabilité de Hong Kong comme centre financier économique. Et donc ce serait une menace massive et immédiate pour donc la survie du territoire, la survie économique du territoire. Donc dans ce cas, je dirais que la mobilisation est due vraiment à cette cause-là. Après, on peut observer des cycles de mobilisation. C'est sûr que sur le long terme, on a plutôt une mobilisation croissante. C'est vrai qu'on a parlé de société apolitique à l'époque coloniale, donc c'était certainement pas une société apolitique, mais c'était probablement une société moins mobilisée que maintenant, ça c'est sûr. Ce qui est très original dans ce mouvement de 2019, c'est que pour la première fois à Hong Kong, on voit une
une solidarité très forte entre les manifestants pacifiques et des groupes donc qui s'appellent martiaux ou vaillants, ou enfin bon, c'est un mot un peu archaïque qu'on traduit de différentes façons. Et donc il y a toute une série de slogans. Il faut pas se diviser, il faut pas se trahir, il faut pas se dénoncer les uns les autres. Et donc il y a jusqu'ici la société hongkongaise, comme pas mal de sociétés asiatiques, était assez conservatrice sur le plan des valeurs. Donc c'est pas vu forcément comme quelque chose de très acceptable d'aller casser des abribus ou de faire ce genre de choses. Et il y a vraiment eu, sur ce plan-là, il y a vraiment eu une transformation depuis même le mouvement des parapluies, et qui a été matérialisée par un slogan qui a été inscrit. Donc le 1er juillet, les manifestants sont entrés au Conseil législatif hongkongais. Ils ont drapé un drapeau colonial sur le pupitre principal du président de la Chambre, et ils ont inscrit un slogan vous nous avez appris que les manifestations pacifiques ne servaient à rien. Et donc ça, c'est une perception qui est largement partagée, je dirais, dans la société, puisque même si certains, disons, les sondages nous montrent qu'un certain pourcentage des personnes interrogées sont critiques de la violence, du degré de violence employé par les manifestants, néanmoins, il y a une solidarité très forte sur les objectifs, et de l'ordre de 80% de la population qui soutient les objectifs, et qui disent que soit ils acceptent la violence, soit qu'ils ne l'acceptent pas, mais qu'ils peuvent la comprendre. Voilà. Donc au-delà de cette caractéristique vraiment très, très, très nouvelle, effectivement, il y a toute une panoplie d'autres modes d'action. Donc, un autre aspect très original de ce mouvement, c'est que donc c'est un mouvement sans leader et qui est largement coordonné sur des réseaux sociaux, donc en particulier sur des groupes Telegram. Donc il y a une réflexion tactique incessante sur la poursuite du mouvement. Et donc par exemple, quand il y a eu un incident à l'aéroport début août, où des manifestants ont un peu perdu leur sang-froid, on va dire, ont attaché des touristes du continent, donc chinois du continent, à des chariots à bagages, les ont maltraités, etc. Donc il y a eu une discussion très massive sur ces groupes Telegram, et il y a eu un vote, et les manifestants, les participants, les membres de ces groupes ont voté pour des excuses publiques. Donc le mouvement s'est excusé et a publié des communiqués pour dire qu'il ne ferait plus ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi très, très original. Le mode de mobilisation est assez particulier, puisque c'est des flash mobs. Donc il y a un mot d'ordre vraiment très toujours répété, donc Be Water, qui était un slogan, enfin une réplique de Bruce Lee, donc qui vient des arts martiaux. Et donc Be Water, donc se comporter comme de l'eau, ça signifie donc quand on rencontre la police, on est dur comme de la glace. Quand les lacrymos commencent à tomber, on se liquéfie comme de l'eau, et quand ça devient dangereux, on se vaporise comme de l'air. Donc les 3 états de l'eau. Donc voilà. Ensuite, il y a eu aussi d'autres méthodes digitales assez amusantes, donc l'utilisation de airdrop, en particulier pour atteindre les touristes chinois, donc les touristes qui débarquaient à la gare de TGV, de train à grande vitesse en provenance de Chine. Ils voyaient arriver sur leur iPhone des fichiers airdrop disant on va vous expliquer pourquoi on manifeste, voilà tous les problèmes du gouvernement chinois, nous on n'est pas contre la Chine, on demande la démocratie à Hong Kong, etc. Et puis, bon, c'est vrai que c'est aussi un des aspects vraiment fascinants du mouvement, c'est toute cette créativité graphique. Donc il y a une incroyable vitalité, donc tous les jours il y a de nouveaux posters, de nouvelles affiches, de nouveaux dessins, de nouveaux slogans. Disons que là, c'est vraiment un mouvement qui s'inscrit dans un moment politique particulier, donc qui est cette loi d'extradition, et comme je disais, un certain nombre
d'entorses accumulées au cadre légal, au cadre de la loi fondamentale qui régit le statut de Hong Kong. Alors plus largement, effectivement, il y a une grande discussion intellectuelle sur l'héritage colonial, la question de savoir s'il faut revenir à la Chine ou pas, comment revenir à la Chine. Donc Hong Kong est un territoire, une colonie qui n'a pas obtenu son indépendance, ce qui est assez rare. C'est aussi une discussion assez intéressante puisque la Chine a toujours refusé de reconnaître que Hong Kong était une colonie en fait. Donc condition pour que la République populaire de Chine revienne à l'ONU en 72, c'est que Hong Kong soit retiré de la liste des territoires à décoloniser. Donc la Chine a toujours été extrêmement vigilante sur cette idée que Hong Kong n'était pas une colonie, c'était du territoire chinois sur lequel la Chine n'exerçait pas sa souveraineté à titre de facto. Donc bon, bien sûr, Hong Kong était une colonie, donc avec certaines caractéristiques des sociétés coloniales, notamment les inégalités, donc le rôle des grandes firmes britanniques. Donc tout ça, c'est des héritages coloniaux, donc dont les intellectuels sont tout à fait conscients. Donc il y a une discussion sur ça. Donc pendant un moment, effectivement, en particulier au début des années 80, il y a eu ce qui s'appelait l'idée de réunification démocratique. Donc un certain nombre d'intellectuels ont dit pour sortir du statut colonial, la seule façon, c'est de redevenir une partie de la Chine. Sauf que évidemment, bon, ça comportait donc cette idée de démocratisation de la Chine. Donc après le mouvement de 89, cette idée-là a un peu explosé. On peut plus parler de réunification démocratique. Aujourd'hui, plus personne ne s'attend à ce que la Chine se démocratise dans un avenir proche ou en tout cas prévisible. La discussion est qu'est-ce que c'est que Hong Kong en fait? Qu'est-ce que c'est que ce territoire? Donc après le mouvement des parapluies, ils sont apparus un certain nombre de textes sur l'autodétermination. Donc disant la société hongkongaise n'a jamais été interrogée sur son statut, elle n'a jamais pu donner son avis. Quand il y a eu les négociations dans les années 80 entre donc les négociations sino-britanniques, les Chinois ont toujours refusé ce qu'ils ont appelé le tabouret à 3 pieds. Donc le 3e pied, c'était les Hongkongais. Donc l'idée, c'était que comme Hong Kong n'était pas une colonie, c'était pas une entité propre, donc les Hongkongais étaient naturellement représentés par la délégation chinoise. On a parlé d'un référendum à l'époque sur le statut de Hong Kong. Évidemment, les Chinois sont absolument pas, n'acceptent absolument pas cette idée-là. Donc l'idée de l'autodétermination, donc qui a été lancée dans un texte de Joshua Wong après le mouvement des parapluies, c'était de dire les Hongkongais à la fin de un pays de système, on est dans un flou juridique. En principe, la loi fondamentale ne cesse pas d'être valable en 2047, mais les garanties qui ont été apportées dans la déclaration conjointe sino-britannique, elles cessent. Donc il y a une sorte de flou. Donc l'idée, c'est il faut que les Hongkongais se prononcent sur ce qui se passe après. Et donc toute la question, c'est par exemple, est-ce que l'indépendance de Hong Kong doit être une option? Donc le gouvernement hongkongais estime que l'indépendance, c'est quelque chose qui n'est pas, qui ne peut pas être débattu. Ça peut pas faire partie d'une discussion. Donc après, il y a une version plus modérée qui est donc l'autodétermination interne, que les Hongkongais puissent se prononcer sur le statut du territoire. Et bon, tout ça pose bien sûr beaucoup de questions sur la Chine, le rapport à la Chine. Est-ce que c'est Pékin qui doit définir ce que c'est que la Chine? Est-ce qu'il y a une seule Chine? Est-ce que Hong Kong veut changer la Chine? Ou est-ce que Hong Kong, au contraire, veut prendre une autre voie et être autre chose? Donc il y a des universitaires qui commencent à parler donc du nationalisme, de différents types de nationalisme sans État. Donc en comparant Hong Kong à la Catalogne, à l'Écosse, à des situations comme ça. Donc voilà, ça c'est, disons, les débats intellectuels qui se déroulent en arrière-plan de ces mouvements. Hong Kong a continué à croître. Hong Kong n'est pas moins prospère que dans les années 80, mais bien sûr la croissance chinoise a été exponentielle et donc Hong Kong représente aujourd'hui 3%, je crois, du PIB chinois. Néanmoins, Hong Kong joue un rôle vraiment vital pour l'économie chinoise en termes donc de plateforme financière, en particulier, puisque le yuan n'est pas convertible et ne sera pas convertible dans un avenir proche. Donc c'est une plateforme financière
assez indispensable pour tout ce qui concerne le droit commercial, en fait, puisque les tribunaux sont prévisibles et ils sont bilingues. Donc l'anglais et le chinois étant langues officielles à part égale, donc c'est effectivement un avantage. Mais en tout cas, l'indépendance de la justice, la transparence, donc la bourse de Hong Kong et la transparence du processus de cotation en bourse. Et donc dernier point, mais pas le moindre, donc la question des technologies sensibles. Donc Hong Kong a un statut particulier dans ses relations commerciales avec la plupart des puissances occidentales, et donc notamment un certain nombre de technologies sensibles que la Chine n'a pas le droit d'importer peuvent être exportées à Hong Kong. Donc pour toutes ces raisons, bon, et on parle aussi du fait que beaucoup de responsables chinois ont beaucoup d'avoir à Hong Kong. Donc pour toutes ces raisons, Hong Kong garde quand même un statut on ne peut pas dire indispensable, rien n'est indispensable. C'est sûr que le Parti communiste chinois est un objet politique qui obéit à des logiques qui ne sont pas forcément des logiques toujours compatibles avec, par exemple, l'intérêt économique de la Chine entière. Mais en tout cas, mettre fin à un pays de système aurait un coût pour la Chine. Donc de ce point de vue-là, il reste une sorte de marge de manœuvre.